Merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, c'est chaque semaine. Sur B1 Télévision, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Véritable passe d'armes entre Kinshasa et l'Union européenne sur les sanctions visant certains officiels congolais. Le gouvernement a enfin donné sa réponse de manière officielle. Et ce je t'aime, moi non plus, entre Kinshasa et le Comité international des droits de l'homme sur les violences dans les Kasaï. Mécanisme d'enquête internationale ou une mission conjointe. C'est la polémique qui bat son plein. Et quelle politique agricole en République démocratique du Congo? Droits de l'homme, encore le cas Moïse Katumbi qui divise. Il peut rentrer au pays, mais il sera jugé. C'est la réponse d'Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice, au haut-commissaire des droits de l'homme. Alexis Thambwe Mwamba lui-même visé par une plainte pour crime contre l'humanité par la justice belge. Élection et dialogue. Pour le G7, pas question d'un troisième dialogue. Joseph Kabila quitte le pouvoir en décembre prochain. Avec moi sur ce plateau, Rudy Mandio. Il est du Rassemblement Limité. C'est le président du PSN, Peuple au service de la nation. C'est le nom de son parti politique. Il est de la dynamique de l'opposition également. Rudy Mandio, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est la première fois que vous êtes avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté à cette invitation. Yannick Tissola est un habitué des lieux. Il est vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD, porte-parole des jeunes leaders. Yannick Tissola, bonsoir. Bonsoir, madame Amina. Le sujet en images. Après les sanctions unilatérales contre plusieurs personnalités politiques et militaires congolaises, ces officines en sont venus à présent à imaginer des incriminations virtuelles répandues non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des médias traditionnels ayant pignon sur rue, pour condamner sans aucune forme de procédure des patriotes mis à l'index dans le seul but de nuire à leur réputation et aggraver de la sorte la fragilité de l'État congolais qu'ils servent. En clair, et comme il est écrit dans le livre blanc, la République démocratique du Congo apprécie l'offre de collaboration des Nations Unies dans la lutte contre les violations graves des droits de l'homme dans les provinces de l'espace kassaïen, mais elle n'est pas disposée à accepter l'idée du déploiement sur son territoire d'une commission d'enquête internationale qui travaillerait en vase clos et parallèlement aux instances judiciaires nationales, comme si la République démocratique du Congo était devenue un État néant. C'est totalement exclu. Nous souhaitons bien qu'il y ait élection à la fin de cette année. Nous y avons travaillé et avons signé à notre corps défendant d'ailleurs l'accord qui laissait encore à M. Kabila un délai de 12 mois supplémentaires. Et ne pas appliquer l'accord, pour nous, c'est un crime. Crime contre notre peuple qui souhaite tant le changement, qui souhaite l'alternance démocratique. Je crois que le camp de M. Kabila n'a pas d'autre choix que d'aller aux élections si réellement ils aiment ce pays. Il reste encore 5 ou 6 mois. Nous pensons bien que s'il y a la volonté, on peut aller aux élections. On commence peut-être par ces sanctions qui sont une forme de pression exercée sur Kinshasa pour obtenir les élections en décembre prochain. Le gouvernement a réagi. Et comment Rudy Mandio, votre parti politique, a réagi à cette réaction? Passez-moi la répétition. Bon, je pense bien qu'il faudra faire une très bonne lecture des événements et beaucoup plus de la crise actuelle en RDC. Dans plusieurs provinces, comme vous le savez très bien, madame, que la RDC, ça fait plus de 2 décennies que nous vivons des atrocités en atrocités. Et il n'y a jamais eu une justice équitable rendue aux victimes. Et évidemment, pour la première fois que nous voyons, je le répète encore, pour la première fois que nous constatons
l'intérêt majeur, le souci de la communauté internationale aux affaires du Congo. La crise qui se bat ici, c'est une crise humanitaire, parce que de pays comme l'Angola, qui subit un bon nombre de réfugiés, et les atrocités au niveau qui peut être considéré comme crime de guerre ou crime contre l'humanité, ce sont des notions universelles. C'est vrai, j'ai bien de suivre Monsieur Mende, et bon, pour lui, je comprends ce qu'il insinue, la RDC, on ne peut pas nous considérer comme des sous-hommes. Non, mais je rappelle aussi que le principe des droits de l'homme, c'est les principes universels. Quand c'est pour les habits contre les droits de l'homme, tout pays, et la RDC est membre de l'Union africaine, comme de la SADC, comme de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies, et il y a des principes très bien taillés sur mesure de tout pays. Et si on est membre, il doit y avoir l'intérêt suprême d'autres pays à venir intervenir. Voilà. Yannick Chisola, Lambert Mende, on l'a peut-être pas entendu dans cet extrait, a dénoncé une tentative de recolonisation de l'RDC par l'Union européenne. Oui, merci beaucoup madame pour la question. Je crois que la position du gouvernement est fondée. Au plan politique, madame, l'Union européenne a salué l'accord de la Saint-Sylvestre. L'Union européenne a salué ce que l'on peut appeler la réconciliation du peuple congolais. La classe politique s'est engagée dans un dialogue. Ce dialogue a accouché à ce qu'on appelait l'accord de la Cinco. Cet accord vise quoi? Cet accord vise tout simplement l'organisation des élections et la décrispation du climat politique. Et donc, nous estimons que ces sanctions sont inopportunes parce qu'au plan politique, nous l'avons décrispé. Au plan politique, nous sommes engagés dans un processus de réconciliation. Les accords de Cotonou, parlons-en, madame. L'article 8.2 de ces accords parle du dialogue. Le dialogue comme un élément important dans les échanges entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu dialogue entre le gouvernement congolais et l'Union européenne, principalement la Belgique, parce qu'il faut se le dire, c'est la Belgique qui est derrière toutes ces machinations. Ces sanctions sont inopportunes parce que ces sanctions visent justement à crisper encore une fois l'environnement politique, alors que cela va justement viole le point 2 de l'alinéa 8, qui voudra c'est qu'un dialogue soit toujours engagé afin de pouvoir créer un environnement de paix et de stabilité entre les États. On ne peut pas dire qu'elles n'apportent rien à ces sanctions parce qu'elles visent des personnalités, parmi elles ce qu'on peut considérer comme des maillons faibles, une véritable guerre psychologique, parce qu'il y a tout de même si Lambert Mende a dit qu'il n'a aucun bien en Europe, officiellement il a montré des gros bras, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des gens qui sont véritablement affaiblis par ces mesures de l'Union européenne et que ça peut apporter des changements. Madame, je disais que c'était des sanctions inopportunes. Mais l'on va bien comprendre, madame, que nous sommes là... mais peut-être efficace. Nous sommes là, madame... Inopportune, mais peut-être efficace. Nous sommes là, madame, dans ce que nous avons toujours décrié depuis des années, la théorie du complot international. Je crois que les téléspectateurs se rappellent bien de Gorée, se rappellent bien de Djeval. Ces pays de la communauté internationale ont voulu mettre ce pays à feu à sang. Ils ont voulu ramener le Burkina Faso ici à Kinshasa. Ils ont voulu faire de la Libye, de la République démocratique du Congo, une Libye, où ils voulaient faire l'Irak ici. Ils voulaient nous ramener le Soudan ou l'Afghanistan. Et puisque aujourd'hui les Congolais se sont réconciliés, les Congolais aujourd'hui se travaillent ensemble dans un gouvernement de large union nationale, ces nouveaux ou ces apprentis colons surgissent avec des sanctions. En fait, ces sanctions, c'est juste parce que aujourd'hui, ils n'ont plus la sous-traitance qu'ils cherchaient à avoir dans la classe politique. Et les masques sont tombés. Ces sanctions, madame, je continue à le dire, ce sont des sanctions de la honte, des sanctions qui montrent qu'il y a des gens, non plus des sous-traiteurs ici, des gens qui voulaient faire une guerre par procuration. Ici au Congo, maintenant qu'ils n'ont pas, ils vont à visage découvert. Nous sommes des descendants de Lumumba, nous sommes des descendants de Kimbangu, nous allons continuer à résister. Et j'ai salué le point de presse du porte-parole du gouvernement. Le peuple congolais doit se lever, la jeunesse du Congo doit résister contre
cette nouvelle façon justement de colonisation. Les élections, madame, parlons-en. On va en parler. Rudy Mandio, théorie du complot. Bon, voilà, et évidemment, je pense qu'il y a peut-être mon co-débatteur junior. Je pense que Yannick Tissoka, désolé, merci, madame, merci. Je crois qu'il doit peut-être revoir certaines notions. Dans le rapport tenant compte des sanctions, c'est détaillé. Chaque individu qui a été sanctionné, il y a des détails par rapport aux sanctions, des crimes commis ou son implication directe ou indirecte. Je pense que c'est d'abord tout ça. Et j'aimerais aussi d'abord souligner quelque chose de très important ici. C'est que quand il parle de la jeunesse, merci beaucoup, parce que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse elle est debout. La jeunesse toujours, c'est pas la jeunesse d'hier. C'est vrai qu'il y a eu des manipulations avec certains politiques avant, mais aujourd'hui la jeunesse, c'est ce qu'elle veut. Nous sommes cette jeunesse et nous disons non à ce qui se passe. Et aussi, bon, inopportun, je ne sais pas, ce n'est pas les termes appropriés. Je pense bien, c'est opportun pour moi. Vous pensez qu'elles sont efficaces? Elles sont très efficaces. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Oui, tout à fait. D'abord, nous les savons tous qui sont des acteurs majeurs au gouvernement. Ils se sont pas attaqués à n'importe qui. Ce sont des gens qui ont le portion du pouvoir, des gens qui ont abusé, qui ont fait l'excès du pouvoir. Et je vous rappelle aussi, madame, qu'il faudra comprendre que quand monsieur Yannick nous parle de Jean Val, qu'il y a un complot international. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de complot international. Jean Val, Gorée, l'île de Gorée. Je ne pense pas qu'il existe un complot international. Tout d'abord, on doit comprendre le quotidien de l'homme congolais. L'homme congolais souffre au quotidien. Les problèmes d'ici, des Congolais, il n'y a aucune personne à l'étranger peut mieux le définir que les Congolais eux-mêmes. Avant d'abord de jeter la poudre de l'autre camp, il faudra d'abord commencer par examiner à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, le quotidien de l'homme congolais, sur l'aspect politique, l'aspect liberté de droit, l'aspect économique, l'aspect social. Aujourd'hui, vous le savez très bien, du janvier jusqu'à maintenant, là, l'économie, les taux du dollar, ça a augmenté. Oui, le franc congolais continue à s'enfoncer. Et voilà. Et on se retrouve aujourd'hui, les quotidiens des Congolais. Et le pouvoir d'achat s'amenuise de plus en plus. Et tout à fait, évidemment. Et alors, c'est ce que j'ai dit. Avant d'abord de parler des étrangers, il y a eu Jean Val, il y a eu un complot. Non, il faudra comprendre. Mais est-ce que vous le savez très bien qu'avant qu'il y ait même Jean Val, il y a eu des marches ici à l'intérieur. À Jean Val, personne n'a marché. Et les gens ont droit, les Congolais ont droit de s'unir, comme à l'intérieur, comme à l'étranger. Il n'y a pas de problème pour ça. Okay. Yannick, est-ce que vous les comprenez que quand ils prennent ce genre de mesures, quand ils prennent ce genre de sanctions, c'est pour obtenir des changements au niveau interne, parce qu'il l'a dit, la misère bat son plein, par exemple, madame, je continue à et qu'il faut qu'il y ait des élections, madame, le respect des droits de l'homme, les violences dans le Kasaï, avec toutes ces tueries, on va en parler. Madame, je continue à le dire. Ces États ou ces pays de l'Union européenne et les États-Unis viennent maintenant à visage découvert parce que ils ont espéré sur une opposition qui est aujourd'hui qui s'est rangée du côté de la sagesse, du côté de le dialogue. Lorsque le président de la République a prôné la paix, a prôné le dialogue, l'opposition qui aujourd'hui travaille avec nous était encore en train d'être alimentée à Genval, à Gorée. Comment brûler ce pays? Comment détruire ce pays? Oui, vous avez vu, madame, laissez-moi continuer, laissez-moi poursuivre mon raisonnement. Ils n'ont pas appris à faire des marches pacifiques. Vous avez vu ce qui s'est passé dans cette ville. On a pillé des écoles, on a détruit des églises, on s'est attaqué à des biens privés, à des biens publics. Ça, ce n'est pas la marche pacifique. On les avait appris à brûler ce pays. Et maintenant qu'ils ne l'ont pas fait, voilà que leurs maîtres viennent maintenant à visage découvert. Vous avez parlé de pression. Quelle pression, madame? Alors que nous sommes déjà engagés dans la voie électorale. Nous sommes en train de réviser le fichier électoral. Aujourd'hui, moi et vous, nous devons nous ranger pour avoir nos cartes d'électeurs. Le président de la République l'a fait. Mon secrétaire général, Henri Mova, l'a fait. J'attendais que ces grands leaders de l'opposition, j'attendais que nos amis qui sont encore en train de circuler, de se balader dans les villes de Paris et tout ça, puissent venir prendre leur carte d'électeur, plutôt que de pouvoir nous engager dans des sanctions qui sont des sanctions ridicules. Madame, la Ligue des jeunes du PPRD, par exemple, parlons-en, au courant de l'année 2016, cette ligue a été saccagée. Il y a eu des gens qui ont été blessés. Il y a eu même des morts. Un policier est tombé sur le... Pourquoi on n'a pas sanctionné aussi? Pourquoi on n'a pas sanctionné aussi des membres de l'opposition qui ont revendiqué des différentes marches? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'il y a eu des policiers qui sont morts. Dans le Kasaï, c'est vrai qu'il y a eu des civils qui ont été fauchés injustement. Mais je le dis aussi, il y a eu des policiers. Toute une section de la police de la LENI a été
fauché dans le Kasaï. Pourquoi est-ce que la question des droits de l'homme, monsieur Rudi, c'est une question qui intéresse tout le monde. Ce n'est pas seulement une question qui touche les gouvernants. S'il vous plaît, vous avez parlé, je vais vous laisser parler. Si vous me laissez un peu de temps, je vais... Non, pas de quoi, allez-y, allez-y. La question des droits de l'homme nous concerne tous les acteurs. Ce n'est pas seulement le gouvernement, même la société civile, l'opposition. Nous tous, nous sommes tenus à respecter les droits de l'homme. Et je dis qu'il y a eu des violations, et ces violations n'ont pas subi les sanctions de l'Union européenne. À la majorité, on dénonce les 2 poids 2 mesures. Non, mais tout à fait. Dans la prise de ces sanctions. Mais moi, je pense que l'opposition n'est pas aux commandes de l'appareil public. On n'a aucune portion du pouvoir. Il a évoqué la mise à sac, par exemple, de leur ligue, merci. De la Ligue des ça c'est très bien. Mais écoutez, madame, ici sur le plateau, je remarque qu'il n'y a que l'opposition, la majorité, la Ligue de Gênes, mais la population, le peuple congolais. Vous comprenez? Moi, j'ai une question pour monsieur. Et que pensez-vous des aspirations de notre peuple? Parce que là, vous parlez que de partis politiques, de plateformes, mais et le peuple congolais en soi. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas mesurer ce pays à la taille de la majorité présidentielle. Ce pays est plus que cela. Nous avons à peu près 70 millions d'habitants qui attendent quelque chose. Et tout le monde n'est pas partisan de partis politiques. Et au dialogue, on ne parle que de partage de pouvoir. Tout à fait. Mais où est le peuple? Nous défendons l'idéal. L'idéal, c'est de répondre au quotidien les aspirations de notre peuple. Je mérite très bien ici, avant d'abord de parler du PPRD, avant de parler de la majorité présidentielle, avant de parler du rassemblement, de l'opposition, le plus grand parti politique pour moi, ça reste la RDC. Parce que nous appartenons tous à la RDC. La RDC reste le plus grand parti politique. Et j'aimerais aussi rappeler à notre ami que vous dites bien qu'il y a eu cassure, il n'y a pas eu des marches pacifiques, mais je vous rappelle, oui, vous déplorez les cassures et voilà, mais nous avons compté de morts. Nous avons compté de morts et des familles qui nous suivent, ils ont perdu le leur. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas justice. Il n'y a pas justice du tout. Et la politique, tout d'abord, au gouvernement, la gouvernance est considérée d'abord l'être, les vies humaines, c'est très important. Les matériels, c'est rien, mais les vies humaines, parce que l'État a d'abord le pouvoir de protéger son peuple, mais pas de tirer sur ce peuple. Okay. Les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo au cœur d'une rencontre à Genève au Comité international des droits de l'homme, justement. Selon l'Église catholique, il y a eu environ 3000 morts. Et ce qui divise là-bas les autorités congolaises et le Comité international des droits de l'homme, c'est le statut de l'enquête. Un mécanisme d'enquête internationale ou une enquête conjointe sous la direction des autorités judiciaires congolaises. Yannick Tussola, qu'est-ce que le gouvernement a caché en refusant un mécanisme d'enquête internationale? Madame, je crois que le problème que nous avons au Congo, c'est un problème entre des nationalistes congolais et des libéraux moboutistes qui veulent nous ramener justement à cette époque où c'était le Muzungu qui doit dicter tout. Pourquoi chaque fois qu'il y a même un mort dans le quartier, il faut une enquête internationale? Comme si l'on voudrait jeter de l'opprobre à tout l'appareil judiciaire, à tous nos valeureux magistrats. Hier, je ne crois pas plus tard qu'hier, il y a eu un acte terroriste en Belgique. Il faudrait aussi une enquête internationale conduite par des magistrats africains pour pouvoir nous dire la vérité sur cette question. Il y a eu des attentats à Londres, à Manchester. Il faudrait aussi que l'Union africaine puisse envoyer des magistrats afin d'enquêter dessus. Nous avons eu des attentats à Paris. Pourquoi l'on voudrait toujours nous considérer, en empruntant les termes du ministre Mende, on nous considère comme un État néant? Pourquoi des Congolais sont à la commande, justement, certains Congolais sont à la commande de ces manœuvres qui veulent nous prendre, nous considérer comme un État néant? Nous avons une justice, madame, ici dans ce pays. Nous avons une justice qui fait son travail régulièrement. Et les Nations Unies et toute la communauté internationale, s'il vous plaît, veulent justement peut-être en savoir un peu plus, surtout sur les circonstances de l'assassinat des 2 experts de l'ONU. Madame, les enquêtes, vous avez suivi le procès qui se tient à Mbujimaï. À Kananga. À Kananga plutôt. Et à Mbujimaï également. Il y a des procès qui sont en cours. Ces procès n'ont pour finalité que la manifestation de la vérité. Pourquoi on ne voudrait pas laisser que notre justice puisse écouler sa procédure afin de pouvoir maintenant donner son apport?
Okay. C'est pour ça que je dis, madame, faudrait pas que chaque fois qu'il y a un fait ici, on considère le Congo comme un État néant et il faudra toutefois, chaque fois, des interventions internationales ou une ingérence internationale. Des morts, il n'y a pas qu'au Congo. Des morts, il y en a aussi en Europe. L'Europe est frappée par un terrorisme que nous sommes en train de suivre. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aussi par rapport à ces questions que les États-Unis amènent des magistrats là-bas? Nous pensons que nous devons respecter les institutions. On doit respecter le pays, notre pays. Nous sommes indépendants depuis 1960. Ça fait aujourd'hui 57 ans que nous sommes indépendants. Je crois qu'il faudrait qu'on nous respecte. Nous sommes en train d'affirmer notre souveraineté parce que si nous continuons à laisser ce genre d'incursion ou d'ingérence, un jour, des familles vont commencer à appeler la communauté internationale parce que papa et maman se sont disputés dans la maison. Rudy Mandio, oui, je crois bien. Pourquoi est-ce qu'on doute de la capacité de la justice congolaise à faire son travail? Tout d'abord, j'aimerais bien corriger quelque chose ici sur le plateau avec mon co-débatteur. Je pense que comparer les atrocités qui se passent maintenant au centre de la RDC, au Kasaï, et les comparer à une mort sur une avenue de Kinshasa, c'est insulte. De Bruxelles ou de Londres? De Bruxelles ou de Londres, c'est une insulte vis-à-vis des victimes. Nous parlons d'une tragédie, madame. On doit prendre au sérieux. Qui dure depuis août de l'année dernière. À peu près 10 mois maintenant, depuis août l'année passée. Une tragédie qui a plus ou moins déplacé 1,3 million déplacés. L'Angola qui ont subi à peu près 40% des 1,3 million sont réfugiés, sont devenus réfugiés en Angola. Nous parlons de 600 écoles. Et 600 écoles paralysées, anéanties, qui ne fonctionnent plus. Nous parlons dans le 1,3 million, à peu près 400 000 enfants affectés, madame. Et nous parlons à peu près des églises ou plus ou moins 60 villages anéantis, partis comme ça. Non, il faut avoir quand même du respect vis-à-vis de ces tragédies. Nous parlons de tragédies à ciel ouvert où aujourd'hui on a compté à peu près 42 fausses communes. Il faudra quand même avoir le sens et le respect de la vie humaine. Je crois bien que oui, madame. Pour vous, ce procès qui se tient à Kananga ne compte pas? Non, madame. Nous vivons dans ce pays. Non, je comprends aussi, parce que les gens qui nous dirigent aujourd'hui en RDC, le gouvernement, ils ont fait des atrocités, leur cheval de bataille, leur modèle de gouvernance. Les Congolais ne pèsent plus. La vie congolaise n'a plus d'importance. On peut dire 10-15, parce que c'est comme ça que nous vivons dans ce pays, ça fait 20 ans. On connaît tous l'histoire de Beni. Nous connaissons tous l'histoire des Makobola, Tingi Tingi, et les Boududia Congo. Aujourd'hui, c'est le Kasaï. Et cette modèle de gouvernance devient une tradition de nos autorités. C'est vrai, effectivement, ça devient une tradition. C'est un procès pour rire ou il faut le prendre au sérieux? Non, il ne faut jamais prendre au sérieux, madame. Je vous dirai une chose. On le sait très bien dans ce pays, comment le procès se passe. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le procès Tchibéa? Où en sommes-nous aujourd'hui avec le procès Mamadou Ndala? Où en sommes-nous aujourd'hui avec le procès, beaucoup de procès où les militaires sont impliqués aux atrocités à l'est du pays? On n'est nulle part avec ça. Et aussi, on sait très bien, techniquement parlant, logiquement parlant, logistiquement parlant, désolé, la RDC est faible. Quel appareil judiciaire dans ce pays qui peut tenir devant ces atrocités? Pour une fois, nous sommes contents qu'il y ait eu des enquêtes, une commission d'enquête indépendante, totalement indépendante. Tout d'abord, parce que les Congolais sont morts, et aussi nous avons eu des experts des Nations Unies. Et autant de nombre de déplacés, ça mérite qu'il y ait une supervision internationale indépendante, point barre. Parce que les capacités de gestion de l'appareil judiciaire, nous avons même un ministre de justice qui est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Mais on doit se dire quand même certaines vérités. D'accord. Alexis Tambwe-Mwamba lui-même, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses pendant qu'il était en transit à Bruxelles, en route vers Genève en Suisse pour cette réunion sur les droits de l'homme. Une plainte contre lui par la justice belge pour crime contre l'humanité sur un crash d'un avion à Kindu en 98. C'est vrai que la procédure va se poursuivre normalement, mais il n'a pas été arrêté. Il va peut-être comparaître en homme libre, comme il l'a dit. C'est assez grotesque. Notre ministre de la Justice lui-même au cœur d'une enquête. Madame, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord... Je comprends que mon co-débatteur est peut-être engagé là dans des discours populistes. La campagne n'a pas encore commencé, cher ami. Je voudrais parler des violences dans le Kasaï. Mais les violences dans les Kasaï
les auteurs de ces violences sont connus. C'est qui? Mais c'est ces groupes des jeunes gens, des groupes de Congolais qui agissent sous le label Kamwina Nsapu. Mais il y a des commanditaires. Nous avons nos savants. S'il vous plaît, madame. Si vous me donnez 2 minutes. Il y a des commanditaires. Si vous me donnez 2 minutes, vous comprendrez Il y a des commanditaires. Nous connaissons l'énigme de départ. L'énigme de départ, c'est un conflit coutumier et qui a dégénéré en des violences meurtrières. Aujourd'hui, non, la rébellion. L'assassinat du chef Kamwina Nsapu. Ne parlez pas d'assassinat, madame, parce qu'on parlait d'assassinat, ça veut dire que c'est un meurtre prémédité. Parlez de la rébellion d'un chef coutumier. La rébellion d'un chef coutumier. Parce que c'est ce chef coutumier qui s'attaquait aux instruments de l'État, qui s'attaquait aux policiers. Je disais ceci, l'énigme de départ, qui est un conflit coutumier, cette énigme a été résolue. Aujourd'hui, la succession de Kamwina Nsapu est résolue. C'est le chef Kabeya qui prend le commande de cette chefferie. Et donc, nous sommes là engagés aussi dans un processus politique qui a fait en sorte que l'on puisse intéresser justement l'association des autorités traditionnelles et les notabilités de cette partie. Le processus militaire a été aussi engagé avec la mise sur pied de la zone opérationnelle. Alors, plus ou moins, s'il vous plaît, madame. Parce qu'il a dit ici des choses graves, il va parler il a fait des comptes ici, et on voudrait faire croire que c'est le gouvernement qui tue tout ce monde. Non, le gouvernement prend des mesures pour protéger sa population. Mais nous savons que les actes qui sont posés dans le Kasaï, ce sont des actes, s'il vous plaît. Le gouvernement d'hier, le gouvernement vient d'être accusé par les Nations Unies d'armer une milice Banamoura qui sont derrière les atrocités au Kasaï. Monsieur Mirudi, quand vous parlez, je vous le suis. S'il vous plaît. Si vous le faites de même, je crois que le débat sera fait. Alors, je disais que c'est pas bien méchant. Je disais que ces violences, aujourd'hui, nous connaissons les auteurs. Le gouvernement met en place des stratégies justement pour pouvoir juguler ces phénomènes. Et le chef de l'État compatit. Quand vous dites les auteurs, vous faites allusion à qui? Mais les auteurs, madame, vous les connaissez, les auteurs sont ceux qui comparaissent déjà dans les cours et tribunaux de notre pays. Ils ont sanctionné Alex Kandé, le gouverneur du Kasaï, Évariste Bochab, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, l'actuel ministre de l'Intérieur, le patron des renseignements. Madame, mais je reviens encore à ce que je disais, madame. Ce qu'ils ont fait, ce sont des velléités colonialistes. Parce que vous sanctionnez, après, on ne sanctionne qu'après après une contradiction, après un débat contradictoire. Est-ce que ces hommes ont été entendus? Parce que vous parlez de sanctions. Est-ce que monsieur Bouchab a été entendu? Est-ce que monsieur Kalev ou monsieur Chader a été entendu? Quelle est la procédure qui a été utilisée pour pouvoir arriver à ces sanctions? Il y a vraisemblablement une liste de procédures. Ils se sont basés sur des faits avérés. Des faits avérés, mais ces faits doivent être... Ce qu'ils disent. Mais ces faits doivent être contredits par des moyens de défense des personnes qui sanctionnent. C'est ça le droit. Pourquoi est-ce que l'on voudrait aujourd'hui torpiller le droit international? Pourquoi on voudrait le torpiller? Madame, je vais vous dire ce qui se passe. Et quand sur Clément Kankou, il y a des éléments sonores qui l'accablent. Madame, laissons la justice faire son travail. C'est comme ça que nous avons accusé Saddam Hussein d'avoir des armes nucléaires, et les États-Unis ainsi que l'OTAN ont attaqué l'Irak. Aujourd'hui, personne ne nous a déjà fourni la preuve que Saddam Hussein avait des armes. Aujourd'hui, après l'Irak, madame, aujourd'hui après Saddam Hussein, Al-Qaïda s'est implanté en Irak. C'est comme ça, nous connaissons très bien. Vous voulez une comparaison? Au Kasaï, ce sont des morts, des déplacés, des familles entières jetées sur les routes, dans le plus grand désarroi. Alors qu'en Libye et en Irak, en Libye et en Irak aussi, ce sont des milliers de Libyens, madame, qui sont en train de se jeter dans la mer Méditerranée. S'il vous plaît. Madame, nous sommes en train de prendre en charge cette situation. Le ministre des Affaires étrangères, on l'avait vu en Angola, il y a énormément de membres du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères qui sont en train de prendre en charge cette situation. Mais nous disons, les responsables de cette situation sont des jeunes qui opèrent sous le label Kamwina Nsapu, et les auteurs intellectuels sont des politiques qui veulent tirer des dividendes de cette situation, madame. J'aimerais souligner quelque chose. À Genève, le haut-commissaire a accusé justement le gouvernement, je le cite, d'armer une milice qu'ils appellent Banamoura. Le fait d'accuser, madame, ne suffit pas. Il faudrait présenter des preuves. Et voilà pourquoi notre ministre de la Justice est allé pour justement pouvoir être entendu, pour pouvoir donner les preuves que ces allégations sont fausses. Nous sommes en train de subir un complot international. Il faudrait que le peuple congolais ouvre l'œil et le bon. C'est de cette façon que Lumumba avait été indexé de communiste, de marxiste, et aujourd'hui l'humanité entière l'a réhabilité. Bon, j'aimerais bien corriger quelque chose. Nous remarquons avec la gouvernance en Afrique, beaucoup de gouvernements, une fois qu'ils sont alliés de l'étranger, je veux dire de l'Occident, une fois que ça ne passe plus, ils deviennent plus nationalistes qu'avant. Ça, c'est d'abord le premier point.
Faudrait pas nous faire montrer qu'on est plus nationaliste que Lumumba. En ce moment ici, depuis longtemps, vous étiez où pour protéger le peuple congolais? Et aussi, des deux, comme je l'ai bien dit avant, et aujourd'hui, le mode opératoire ou des modes de fonctionnement du gouvernement, c'est les atrocités, ils en font pas un problème. Hier, c'est sorti. Pour quel enjeu, d'après vous? Non, tout à fait, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un gouvernement qui a existé depuis plus d'une décennie et nous avons compté plus de 50 milices des rébellions. Ça n'a pas de sens. C'est qu'on a failli à quelque chose. Parce que la première mission d'un gouvernement vers son peuple, c'est la protection. On dit la libre circulation de personnes et de leurs biens. Et si on peut compter plus de 50 rébellions après une décennie de gouvernance, c'est que c'était un échec, madame. Et aussi, j'aimerais bien souligner, hier nous avons entendu par la voix officielle, par la bouche du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a officiellement dit qu'il a un rapport sur sa table et il a été dit que les gouvernements, on accuse le gouvernement congolais d'armer les milices, une milice qui se nomme Banamoura, qui sont derrière, et la milice qui est derrière, et voilà. Et si déjà, j'ouvre encore une brèche par rapport à cela, parce que même cela nécessite maintenant là qu'il y ait une enquête internationale, parce que le gouvernement ne peut pas faire partie de cette enquête, parce qu'il est aussi accusé. Sinon, il se fera juge parti. Donc le gouvernement doit aussi observer que les enquêtes pas. Mais on dit, comme disent les anglophones, those who don't hide anything, they don't hide anything. Des gens qui ne cachent rien n'ont rien à cacher. Mais qu'est-ce que le gouvernement cache? Nous sommes au Congo. Est-ce que ces gens viendront ici pour enquêter au Burundi? Non, nous sommes sur le territoire congolais. Des Congolais qui sont affectés. Il y aura des témoignages. Si le gouvernement n'est pas impliqué, mais ça sera à ciel ouvert. D'accord. Alors c'est un véritable rebondissement dans ce qui se passe dans les Kasaï. Une milice qui s'appelle Banamoura, c'est quand même assez curieux parce qu'on sait que la garde républicaine est surnommée Banamoura. Ça vous inspire quoi? Madame, notre gouvernement et le président de la République est démocrate légaliste. Le président de la République a toujours opéré dans la voie de la légalité. Et voilà pourquoi depuis plus de 15 ans, de 10 ans, le chef de l'État justement est en train de réformer notre armée. Nous n'avons pas besoin de milices, nous, pour combattre. Pas plus tard qu'il y a quelques années, nous étions agressés par des pays étrangers sous le label de M23 ou de CNDP. Nous n'avons pas eu des milices pour combattre contre ces rébellions. Nous avons réformé notre armée. Alors ce qu'il faut peut-être comprendre que c'est... La montée en puissance de notre armée, madame, ne peut pas nous pousser à pouvoir avoir des milices, madame. Nous sommes fiers de notre armée. Sans doute. Il faut comprendre peut-être que c'est la garde républicaine qui est allée en renfort aux côtés des FARDC pour combattre les Camerounais Sampou. C'est tout à fait normal. Oui, madame, je dis ceci. Vous avez parlé d'une milice qui aurait cité... Les droits de l'homme aurait décrivent ça comme une milice. Non, voilà pourquoi je dis... Banamoura. Voilà pourquoi moi je vais essayer de vous dire Or, on sait que la garde républicaine... Madame... Voilà pourquoi je dis... On l'appelle ici Banamoura. Voilà pourquoi je continue à redire... Et ils sont sans doute sur le terrain, je ne sais pas si c'est peut-être secret défense, ils sont sur le terrain pour combattre les Camerounais Sampou. Voilà pourquoi je suis en train d'affirmer ici que la montée en puissance, cette montée en puissance, madame, a été saluée par des Quinoises et des Quinois ici sous la pluie. Vous vous rappelez, lorsque nous avions chassé, nous avons mis fin au M23. Pourquoi nous aurons besoin des milices? Parce que nous avons une armée qui a été cotée même parmi les 10e au classement des 10 puissances militaires d'Afrique. Nous avons donc une puissance militaire au corps de l'Afrique. Madame, cette même armée vient d'être chassée. Vous parlez un peu cette beaucoup. Même armée, vous parlez un peu beaucoup. La soi-disant armée vient d'être chassée hier. S'il vous plaît, on va me reprocher la répartition de temps de parole. On a l'impression que vous parlez un peu plus que lui. Tout à fait. Juste une parenthèse, madame. Je vais laisser mon co-débatteur parler parce qu'il parle un peu trop. J'aime bien ses idées, voilà, mais parfois c'est pas correct. J'aimerais dire, la même armée qu'il est en train de donner des éloges ici, hier même, ils sont tous chassés des contingents des Nations Unies au Centrafrique. Vous comprenez ce que je veux dire? On a enlevé l'armée congolaise. Ils ont demandé de rentrer chez eux. Avant, je crois qu'il y a quelques mois passés, ils avaient enlevé 100 éléments, 100 soldats, mais aujourd'hui, les Nations Unies a carrément effacé. Donc l'armée congolaise ne fait plus partie de l'armée de l'ONU, de la mission des Nations Unies, ou des forces des Nations Unies au Centrafrique. À cause de quoi? Des atrocités, des viols et le reste. Ils sont indisciplinés. Raison pour laquelle ils sont chassés, ils sont mis à côté. Je pense que monsieur peut nous expliquer c'est là pourquoi. Vous répondez quoi à ça? Madame, ce sont des cas isolés. Même ici, madame, vous avez vu des soldats de la MONUSCO qui avaient été attrapés
accusé de viol et tout ça. Nous ne nous encourageons pas cela, madame, mais je dois dire que ce n'est pas un principe général. Ce que M. Rudy ne comprend, ne le sait pas aussi, c'est que le procureur spécial pour la Centrafrique, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Et donc, il vient de notre armée. Donc, je veux dire qu'il ne faudrait pas faire de... C'est un raisonnement, pas logique quand il veut faire de l'induction. Il veut d'un cas particulier au cas général. Il n'y a pas... C'est un raisonnement qui n'est pas logique. Notre armée monte en puissance. Nous n'avons pas besoin de milices pour protéger notre pays. Les FARDC sont une armée qui est respectée en Afrique et de par le monde. Droits de l'homme, Moïse Katumbi avait saisi le comité international pour accuser Kinshasa de violer ses droits. Le haut-commissaire a écrit au gouvernement, Moïse Katumbi peut rentrer, Tamimamba a répondu qu'il peut rentrer au pays, mais qu'il sera jugé. Rudy Mandio, comment ça va se terminer? Bon, je crois bien, avant de commencer avant de parler sur la lettre au commissaire des Nations Unies, aux droits de l'homme. Ne revenez pas sur les sujets précédents, s'il vous plaît, parce qu'on court derrière le temps. On avance. Et je crois qu'il faut, avant de parler sur son cas pour l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué, je crois qu'il faudra d'abord revenir un peu en arrière. Il faut faire marche en arrière. Parce que là, on se rend compte qu'il y a eu tout un document officiel de la SEMCO. Parce que monsieur a même parlé de la situation du cas des discriminations. Qui c'est pas... Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les cas Mouyambo qui sont cités? Le Mouyambo est cité, Diomi Nongala est cité. On a eu quelques mascarades de liberté qu'on a accordées à certains individus sélectives. Sur base de quoi? On ne sait pas. La SEMCO s'est engagée à poursuivre les dossiers de Moïse Katumbi, de Diomi Nongala et les restes. On connaît tous le résultat. Et je vous dis concernant la déclaration du haut-commissaire, il s'est basé sur tous ces rapports, ces documents, qui a eu pour finalité, c'était un procès politique. C'était un acharnement politique pour sa présidence, sa candidature à la présidentielle. Je crois que c'est tout. Et en ce moment, si nous parlons, et nous voyons que le gouvernement vient de fermer une porte et il vient d'ouvrir une autre, qui veut dire, monsieur Moïse peut rentrer, mais là, on évoque une question de nationalité, de double nationalité. Évidemment, on comprend. L'acharnement sur acharnement, ça ne fait que continuer, de mal en pire, tu vois. Et nous disons ceci. Mais si quelqu'un, on a quand même le droit d'être candidat. Mais allons aux élections. Si les élections seront libres et démocratique, mais si la majorité peut nous offrir quelqu'un, parce que le président Kabila est sur la voie de sortie, il ne doit pas se représenter, l'article 70. Et de même que la majorité, à la place de passer campagne, d'aller se parler d'enrôlement, ils doivent nous parler d'un candidat successeur. Nous attendons un dauphin. Je pense que le débat doit être sur ça. Okay. Un dauphin qui va affronter d'autres candidats à la présidentielle. Absolument. Yannick, je veux répondre à ces acharnement contre Moïse Katumbi pour l'empêcher, s'il vous plaît, pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Madame, pourquoi on va s'acharner contre un ancien camarade? Moïse Katumbi vient d'entrer dans l'opposition il y a quelques mois, quelques jours. Moïse Katumbi, madame, a quitté ce pays pour des raisons de maladie. La justice de ce pays lui a accordé une liberté provisoire pour aller se faire soigner. Il aurait dit qu'il aurait été empoisonné. Il a dit aujourd'hui, sur les antennes des chaînes internationales, qu'il avait amené ses examens. Il avait fait des examens dans des labos d'Allemagne et de Londres. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que ces labos ont donné comme résultat. Parce que nous sommes là en face d'un fugitif de justice. Il a quitté ce pays pour raison de maladie et nous sommes surpris que d'abord, il a violé l'accord, il a violé la décision justement du procureur qui l'avait interdit, parce que le procès était encore en cours, il avait interdit de pouvoir se prononcer sur cette question-là. Nous le voyons en train de battre campagne qu'il est candidat président et tout ça. Quand les autres dénoncent un procès politique et pour des raisons de décrispation qu'on le laisse rentrer... C'est le faux malade. Madame, d'abord, je commence par l'origine. C'est un faux malade. Un faux malade qui oui, ça on sait. Ça, vous l'avez déjà dit. Madame, alors, pour des raisons de décrispation... Tout à fait. Madame, voilà, je dis, c'est un faux malade qui ne voulait pas que l'on connaisse qui est vraiment cet homme, qui il était. Parce que le débat devait être, le procès devait être un procès public, contradictoire et même télévisé. Alors là n'est pas le propos pour l'instant. Oui. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Peut-il rentrer en homme libre? Mais qui leur interdit de rentrer, madame? Qui leur interdit de rentrer à Moïse? Pour des raisons de décrispation, que la justice lui foute la paix. Madame, s'il vous plaît, madame Mamila. C'est ce que veulent les autres. Madame Mamila, en ce qui concerne la question d'atteinte à la sûreté, cette question a été élaguée maintenant. Monsieur Moïse n'est plus poursuivi pour cette question-là. Dans le cadre de la décrispation, l'État a abandonné les poursuites. Mais monsieur Moïse est poursuivi pour une affaire privée où il a vendu un immeuble qui appartient à autrui.
Alors, est-ce que pour cette question, il faudrait que l'on puisse faire intervenir le droit de l'homme? Okay. Il n'a qu'à Tout à venir fait. ici à épuiser toutes ses voies de recours. Il avait 3 voies de recours, M. Méridi. cause de- La première voie, c'était l'opposition parce qu'il avait été jugé par défaut. La deuxième voie, c'était la cassation. Il n'a pas fait. Il est allé se réfugier à Paris et aujourd'hui, il va dire que là, il y a un acharnement. Donc je crois bien que la Mandio. majorité présidentielle doit nous dire exactement ce qu'ils veulent de M. Katumbi. Parce que, d'abord, il a été accusé d'amener des mercenaires. Après, c'était une espèce de ça spoliation c'est de fini, maison. ça a été oublié. Oui, on Affaire arrive. classée. Classé, oui. Mais une chose est vraie, que hier j'ai suivi le ministre Tambwe Mwamba, le numéro 1 de la justice congolaise. Il a dit quoi? Monsieur Katumbi, en rentrant, il va retrouver le procès ou sa situation en justice au même endroit qu'il avait laissé avant. Qui veut dire, quand M. Katumbi a quitté, c'était quel procès? Pourquoi il a été autorisé de partir à l'étranger? C'était sur quoi? Sur base de ces procès de mercenaires. Mais après, après c'est la fameuse autorisation que mon co-débatteur est en train de parler. Oui, aujourd'hui, M. Katumbi a été autorisé d'aller se faire soigner. Et il a commencé à il s'est mal comporté, soi-disant. Mais après, c'est là, sous la même autorisation, le gouvernement aussi s'est mal comporté en le condamnant. C'est pour la première fois que je vois une condamnation sans que quelqu'un puisse être attendu. Et il est sorti du pays avec une autorisation gouvernementale. Il est allé à l'étranger pour se soigner. Mais il y a eu un autre procès qui a commencé et qui a été clos du coup et condamné sans être attendu, sans avoir même contacté, même pas par un email ou un téléphone, une communication téléphonique. Pas du tout. Mais il a été condamné. Mais quand il y a une contradiction au sein de la majorité, ils doivent nous dire clairement ce qu'ils veulent. Cet acharnement commence un peu à dépasser les lignes. Parce que là, ça dépasse le bord, madame. Laissez-moi vous dire. Je pose la question. Quand on vous dit que le procès sur nos mercenaires, c'est mis à côté. Mais comme le ministre Tambwe Mwamba dit que quand Moïse rentre, il va retrouver la justice là au point à laquelle il l'avait laissé. Mais dis-moi, c'est quel point? On parle plus de spoliation parce que la spoliation, c'est pas les cas qu'il avait laissé. La spoliation, on le trouvait déjà à l'étranger. Là, il y a une contradiction. Merci. D'accord. Madame, je crois que M. Rudi ignore la procédure judiciaire. Il a évoqué une contradiction. M. Rudi ignore la procédure judiciaire. Je voudrais lui donner quelques ABC de la procédure pénale. Ne soyez pas désobligeants. Soyez pas désobligeants avec lui. On n'est pas ici pour donner des leçons aux copains. Lorsque une procédure est engagée à l'absence de la personne qui est récusée, il s'agit là d'un jugement par défaut. Et ce jugement peut être attaqué en droit par ce qu'on appelle l'opposition. Les avocats de Moïse avaient la liberté de pouvoir attaquer justement cette procédure par ce qu'on appelle l'opposition. Et si, s'il vous plaît, à la fin de cette procédure, M. Moïse était toujours condamné, il y a ce qu'on appelle la cassation. Ce qui se passe ici, dans l'affaire de Stéona, c'est-à-dire Moïse Katumbi a vendu un immeuble qui ne lui appartenait pas. Ce qui se passe, c'est que Moïse Katumbi lui-même fouille la justice. Il refuse d'affronter la justice. Lorsque nous disons que M. Moïse Katumbi peut retourner, nous disons cela parce que... Alors, c'est une affaire qui lui est tombée dessus affaire privée, après madame. avoir... Ça n'a rien à voir avec quand il a quitté la barque. C'est une affaire privée, madame. Quand il a quitté la barque majorité, c'est quand cette affaire lui est tombée dessus. Madame, c'est une affaire privée, cela ne concerne, c'est une affaire qui relève du droit privé. On va passer à autre chose. C'est une affaire qui ne concerne pas l'État congolais et il faudrait que les Congolais puissent comprendre que l'opposition n'est pas une blanchisserie, madame. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je suis vice-président de la Ligue des Jeunes et que je passe dans l'opposition, je peux prendre la femme d'autrui, on me poursuivra pour adultère. Et il ne faudrait pas que je dise que c'est parce que je suis dans l'opposition. C'est de bonne guerre, on s'en prend aux anciens alliés. Oui, c'est de bonne guerre, madame. Juste une parenthèse, j'aimerais bien... on s'en prend aux anciens alliés. Tout à fait, j'aimerais bien dire à mon camarade qu'aujourd'hui, la jeunesse, comme j'avais dit au début, ce n'est pas la même jeunesse. Nous avons besoin d'une jeunesse consciente, une jeunesse debout et qui peut faire face aux réalités. Le plus primordial, c'est de développer ce pays. Le système Djalelo doit finir. Merci pour la moralité. Il faudra parler et dire quelque chose. Parfois, on peut parler et rien dire. Merci. La dernière question, le G7. Pas question d'un troisième dialogue. Pour Joseph Kabila, ce sera fini en décembre prochain lors des élections. On va terminer par là. Rudi Mandio. Non, je crois très bien que tout d'abord, avant de commencer, il faudra rappeler que les rassemblements, c'est une plateforme qui est composée de 10 plateformes et chaque plateforme, ils ont le droit de s'unir. D'ailleurs, c'est ça même la démocratie, parce que le rassemblement c'est une plateforme politique. Mais si aussi longtemps que nous condamnons nos amis d'en face qui ne sont pas démocrates, on doit aussi se comporter en démocrate. Il y a quand même des voix parmi vous qui s'élèvent pour réclamer un troisième dialogue. Mais non, mais c'est ça la démocratie. On doit
se parler. Nous sommes le fils du pays. Pourquoi pas se parler? On doit se contredire. On ne peut pas tout. Parfois, on ne regarde pas tous dans la même direction. Okay. Mais on doit se parler, échanger et trouver un compromis et sur une ligne de conduite. Je pense que même au sein de notre parti, le PSC, nous disons, nous, on ne va plus négocier, plus rien à négocier. Nous avons l'accord et qui a été signé et le respect de l'accord, c'est notre intérêt. Qui veut dire, nous allons straight pour les élections, droit au but, les élections au plus tard le 31 décembre. Si nous sommes allés négocier avec M. Kabila, c'est parce que on a évité le bain de ça, on a évité les chaos qui ne profitera à personne. Nous voulons, dans ces pays, cette jeunesse ici, nous, la nouvelle génération, nous voulons expérimenter pour une toute première fois dans ces pays qu'il y ait une passation de pouvoir pacifique. Qui veut dire, il y a un président qui entre et l'autre qui sort. Okay. Raison pour laquelle nous avons favorisé, le dialogue. Mais nous avons dit assez, on ne dialogue plus, on a mis point. Et là, nous passons maintenant à autre chose. Si M. Kabila s'entête avec sa majorité, il faut passer à la population. Merci. 30 secondes. Oui, madame, les téléspectateurs vont comprendre aujourd'hui que c'était un débat intéressant entre deux jeunes. Un qui veut la souveraineté de son pays, un qui veut l'indépendance de son pays face aux puissances extérieures, un qui veut la démocratie, une démocratie républicaine, et un autre jeune qui veut que l'étranger puisse s'ingérer dans les affaires internes, et un autre jeune qui veut que notre pays soit considéré comme un État néant. Alors, quand on parle de madame, le dialogue est une vertu en politique, nous ne cesserons jamais de dialoguer pour l'intérêt de ce pays, mais nous disons ceci, nous attendons le calendrier de la CENI. La date qui a été fixée dans l'accord du 31 décembre, cette date est une date indicative, elle n'est pas une date constitutionnelle obligatoire, parce que la CENI c'est à elle que la Constitution redonne toute cette compétence de pouvoir organiser des élections, de pouvoir fixer le calendrier. Donc, nous nous préparons déjà, nous nous enrôlons, nous mobilisons pour l'enrôlement, nous demandons aux jeunes de s'enrôler encore, et nous attendons les élections. Mais les jeunes et la population congolaise doivent comprendre qu'il s'agit d'une confrontation entre les blocs des moboutistes libéraux qui veulent reprendre de force le pouvoir qu'ils ont perdu par les élections, et le peuple doit protéger cette démocratie. Il y a des moboutistes à la majorité présidentielle, soit dit. Qui se sont reconvertis et qui ont fait un meilleur culpa. Les banques européennes auraient été menacées par la Réserve fédérale américaine pour ne plus fournir des dollars américains aux banques congolaises qui ne se conforment, qui ne se conforment pas à la législation américaine en matière de transparence des capitaux. On n'a pas eu le temps d'en parler. Est-ce que c'est une info ou une intox? Quoi qu'il en soit, c'est une autre forme de pression sur les autorités de Kinshasa, parce que comme on le sait, en RDC, les 3/4 des transactions sont effectuées en dollars et beaucoup de biens sont alimentaires notamment sont importés. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débriefing. Rudy Mandio était avec nous. Il est du Rassemblement limité de la dynamique de l'opposition, président d'un parti politique, le PSN, c'est ça? Le peuple au service de la nation. Merci beaucoup Yannick Tissola, porte-parole des jeunes leaders, l'un des vice-présidents de la Ligue des jeunes du PPRD, en rediffusion sur le B1 Canal Plus demain 7h15 et tout à l'heure à 21h15 sur le B1 local. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci.